On sait qu'aujourd'hui, on est sur des modèles qui consistent dans la production, en tout cas, à extraire des matières premières qu'on ne paye pas, à produire des produits rapides à utiliser et qu'on jette rapidement. Ce type de modèle de business est obsolète. Et demain, on sera plus dans la valorisation, l'exploitation, la contribution. Il faudra que le produit apporte quelque chose, alors qu'aujourd'hui, il apporte simplement un usage ponctuel. On voit bien que la R&D, il trouve plus grand-chose aujourd'hui, la R&D. Les grandes innovations, l'innovation, elle vient du partage des idées, du collaboratif. Donc ça, c'est aussi les entreprises mettent des millions de dollars dans des programmes de R&D, mais c'est souvent les clients qui trouvent les innovations, en fait. On le voit bien d'ailleurs. Un des modèles économiques qui se développe le plus, c'est l'économie servicielle et qui utilise des produits, bien sûr, mais ces produits n'ont plus besoin d'avoir de l'obsolescence programmée dans la mesure où ce qu'on va payer, c'est le service rendu par le produit et pas le produit lui-même. Et la façon de mesurer la valeur, capital matériel, capital immatériel, on voit bien aussi de plus en plus que dans les sociétés, on passe beaucoup de temps à compter les immobilisations, les actifs circulants, donc le pognon en fait. Alors qu'en fait, la vraie richesse de l'entreprise, c'est pas ça, c'est le capital immatériel. Et ça, on ne sait pas trop bien compter. On verra ce soir, cet après-midi, là, que grâce à la France, d'ailleurs, la RSE, au sens de l'article 225, commence à éduquer les entreprises dans la prise en compte de la valorisation du capital immatériel. On a eu d'abord une première problématique qui était celle de la gestion du déchet, où on les a vus s'accumuler, donc avec une problématique sanitaire qui était de qu'est-ce qu'on fait de tous ces déchets qui s'accumulent. Ensuite, à partir des chocs pétroliers, on est passé plutôt à une logique économique. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des nouveaux modèles d'économie divers et variés. On entend tous les noms possibles et imaginables, mais néanmoins, sur le terrain, ça correspond à des réalités qui sont effectives. Et en tout cas, dans le recyclage, c'est vraiment le cas. C'est-à-dire que tout seul, on ne peut pas développer, on ne peut pas se lever un matin en se disant, à partir de maintenant, je vais trouver, je vais recycler telle chose, parce que s'il n'y a pas le débouché pour la matière qu'on a traitée, et s'il n'y a pas la matière entrante, on n'y arrive pas tout seul. Tout ça, c'est quand même des milliers de tonnes qui ne vont pas dans nos décharges. Et on est vraiment sur des logiques collaboratives passionnantes. Et c'est vraiment aussi une des vertus de l'Institut de l'économie circulaire, c'est d'asseoir autour de la table divers acteurs, avec chacun ses problématiques différentes, et de faire rencontrer les points de blocage et d'essayer de trouver ensemble des solutions pour développer toutes ces nouvelles filières. Et sur tous les sujets écolos, on en a 6, eau, énergie, déplacement, déchets, santé, alimentation. On a des plans d'action qui impliquent tous les acteurs, toutes ces entreprises, qui ne sont pas juste des hurluberlus, ce sont des acteurs économiques qui ont une activité bien réelle. Aujourd'hui, l'écosystème, c'est 60 boîtes qui sont soit dans l'économie créative, soit dans l'économie verte. Il y a 2 fondamentaux quand même. Et elles sont soit des bureaux d'études, des architectes, des designers, des gens dans le web, des gens dans le service, majoritairement, et qui représentent et qui pèsent en gros 50 millions d'euros. On est des acteurs économiques qui assumons cette responsabilité d'agir dans la ville et d'agir en collaboration avec les collectivités et les acteurs de cette ville, qui sont les riverains, les associations et les élus, et les services de l'administration, et faire en sorte qu'on invente ici même, non pas de façon théorique, mais très pratique, ce qui peut faire la ville de demain. Et ça implique une concertation, une coopération très ouverte. Déjà, se crée beaucoup de convivialité au travers du partage de ces locaux, de la mutualisation d'un certain nombre de services qui sont nécessaires au modèle, les salles de réunion, les équipements, le pool de vélos. Je n'ai pas parlé du plan de déplacement inter-entreprise, mais on a plus de 40% des collaborateurs qui viennent en vélo du fait d'une politique volontariste sur ces sujets-là, qu'on accompagne. Je crois que les nouveaux business économiques, en tous les cas pour faire partie de l'économie circulaire, doivent se concentrer sur son cœur de métier. Et c'est comme ça en fait qu'on a étudié ensemble. Alors vous l'avez tous dit, pas à pas, on a fait des erreurs, on a fait attention, on a bien vérifié ce qu'on faisait, comment on le faisait. Donc déjà, il fallait apprendre à Emmaüs Défi la téléphonie, donc c'est quand même pas simple. Première chose. Deuxième chose, il fallait que chacun joue son rôle. Et le triptyque pouvoir public, qui ont toujours été présents, notamment la mairie de Paris, etc., associatif et entreprise, est vraiment fondamental et un trio pour moi gagnant, vraiment gagnant. De quelque chose qui a été un coup de cœur, une idée, en se disant oui, on peut faire quelque chose pour les plus précaires. On a débouché sur un nouveau modèle économique qui est complètement différent, puisque là, on n'est pas en train de parler de performance
cash, de l'ARPU d'un client, etc. On est très éloigné de ça. On est en train de parler d'autre chose. 2.6 billion people still don't have access to any form of adequate sanitation. That's 40% of the world's population that still resorts to open defecation in their own living environments. We know that this has serious health consequences. 2.6 million people every year die due to illnesses related to sanitation inadequacies. And for the children that don't die, we know that it stunts their health and their productivity throughout their entire lives. But we also know that sanitation is an incredible investment. So there's some major value propositions here. We've already discussed kind of the convenience and the accessibility, and finally that there's a hygienic solution. But the other major value proposition is that they've managed to close the loop on sanitation. And not only have they closed the loop, but they've been able to capture that value and deliver it directly to the individuals. Cet aménagement en fait, du poste de travail et le fait de prendre en compte les besoins spécifiques de chaque personne, ça permet en fait à l'autisme de devenir un avantage compétitif et plus du tout un handicap. En fait, la finalité de nos entreprises, c'est une finalité qui est économique. Là où notre modèle économique est en fait l'objectif pour lequel on a développé des activités, dans le monde de l'entrepreneuriat social, dans le monde de l'économie sociale et solidaire, le modèle économique est un moyen pour arriver à une finalité qui, elle, est une finalité en lien avec un besoin social et en lien avec l'intérêt général. Et donc, on se retrouve finalement avec un modèle qui est inversé. Ce n'est pas business for business, c'est business pour l'intérêt général et pour résoudre un besoin social. Et c'est ça qui, aujourd'hui, doit amener les entreprises à s'interroger aussi dans la façon dont elles font cette transition dans leur modèle économique. Est-ce que la transition du modèle économique est une transition qui va vers davantage d'inclusivité ? Je commencerai par une citation qui est celle donnée par l'Institut Palo Alto qui dit que 80% des innovations désormais viendront des bidonvilles. Alors je ne sais pas si cette affirmation est scientifiquement démontrable, mais elle a le mérite de révéler une partie de la réalité et d'être, à mon avis, utile. Quand même, la nécessité pour ces multinationales de se déployer dans les pays émergents et une part croissante de ces pays émergents, où en réalité une grande partie de la population est constituée des gens qui sont plutôt au milieu ou en bas de la pyramide. Or, ces multinationales, au fur et à mesure du temps, de la financiarisation, des approches technologiques auxquelles faisait référence tout à l'heure Fabrice aussi, ont développé des produits de plus en plus sophistiqués, de plus en plus chers, des produits qui consomment plus de ressources naturelles, des produits qu'on dit premium et qui finalement ciblent le haut de la pyramide. Et à un moment donné, elles se disent, mais au fait, est-ce qu'on est proche des consommateurs? Est-ce que nos produits répondent aux besoins des consommateurs? Elles commencent à se poser ces questions-là. C'est sur un acronyme, CO, qui me semble être plutôt le sens de tout ce que nous faisons. Co-élaborer, co-construire, coopérer, tous ces mots où l'idée est que c'est ensemble que nous devons nous retrouver, échanger de bonnes pratiques, des idées, bonnes, mauvaises, des expériences toutes différentes, des cultures toutes différentes. Et pour ce qui est de l'Institut, c'est bien le sens de pouvoir rassembler toute la strate de la société, pour faire rapidement des parlementaires, quelques-uns, des institutions, notamment le CESE, des collectivités territoriales, la région Aquitaine, des plus petites communes, des grands groupes, des groupes plus modestes, des entreprises de consultants, des universités, des ONG. Bref, toute la société se retrouve pour d'abord essayer d'appréhender au mieux ce que l'on peut appeler l'économie circulaire, et échanger sur les idées, les pratiques, les mises en dynamique, et puis après parler d'expérimentation et parler aussi aux politiques pour leur demander de faire évoluer lois et réglementations. Donc l'enthousiasme, il y en a bien sûr, heureusement, périodiquement, de manière cyclique. Il y en a à chaque fois, en gros, qu'on arrive à travailler sur le fond et à partager avec un certain nombre d'acteurs une vision
des impératifs, des enjeux, des opportunités. Et une fois qu'on a cette vision partagée des impératifs, des enjeux et des opportunités, ce qui n'est déjà pas une mince affaire, on arrive un peu plus facilement à travailler sur comment on veut faciliter ces transitions indispensables, les généraliser, les exploiter, les faire connaître, etc. L'effort actuel, c'est de traduire opérationnellement ce nouveau cycle. Insister sur les notions de transition, c'est indispensable vis-à-vis de ceux qui pensent qu'on peut continuer à faire comme d'habitude et qu'on ne va pas dans le mur en faisant comme d'habitude. Je pense que là, ici, il n'y en a pas beaucoup. Mais par contre, là où on a le travail devant nous, c'est faire partager transition vers quoi ?